Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. En fait, moi, j'avais très envie quand même qu'on passe à un moment par la case Frank Capra. Parce qu'on le sait peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais Frank Capra, ça a été et ça reste un des cinéastes très importants du cinéma hollywoodien. C'est quelqu'un qui a eu énormément de succès dans les années 20, mais surtout dans les années 30. Les années 30, c'est son âge d'or à lui, aussi bien d'un point de vue commercial, d'un point de vue artistique et d'un point de vue critique aussi. C'est quelqu'un qui est extraordinairement reconnu. Et puis sa carrière dans les années 40 et 50 va peu à peu battre un peu de l'aile. Il s'arrêtera de tourner finalement assez tôt, en 61. En 71, il écrira sa propre autobiographie, un livre que je vous conseille qui s'appelle Hollywood Story, un livre de 600 pages dans lequel Frank Capra raconte sa vie. C'est assez émouvant, c'est beau, ça raconte beaucoup de choses. Et il mourra en 91, Frank Capra. Donc c'est un cinéaste très important et on l'a peut-être un tout petit peu oublié parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui, Frank Capra, c'est l'homme de La vie est belle, grosso modo. It's a Wonderful Life, ce film formidable avec James Stewart. Et quand on a dit ça, on a tous en tête évidemment cette petite ville idyllique, presque une sorte de carte postale, d'image d'épinal de la petite ville américaine dans laquelle vit cet homme George Bailey qui un jour voilà, va être ruiné et va vous vous souvenez sans doute de ce film généralement qui passe toujours à Noël ou qu'on passe toujours à nos gamins à Noël. C'est un des rares films familiaux pas trop débiles qu'on peut passer en groupe. On peut dire bah voilà, là on va voir à la fois La vie est belle, Frank Capra et un film qui est effectivement très très beau. Mais, et ça j'y reviendrai assez longuement tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas dans les années 30 et les années 40, mais va coller à Frank Capra après les années 70 parce qu'il y a une sorte de, on pourrait dire, de scepticisme ou de critique à l'égard de l'œuvre de Frank Capra, au prix d'ailleurs d'un malentendu. Et l'image qui colle à Frank Capra, c'est l'image d'un cinéaste un peu, alors si on est, je dirais, si on est bienveillant, on dit que c'est un cinéaste idéaliste, optimiste, et si on l'est un peu moins, on dit que c'est un cinéaste naïf et un peu bêta, un peu benet. Bon, qui a du talent évidemment, mais dont le discours, en tout cas ce que racontent ses films, ça aurait, parce que moi je ne le pense pas du tout, mais ça aurait considérablement vieilli. Ça serait gentillet. D'ailleurs, il y avait une expression dans les années 60, 70, 80 pour les gens qui n'aimaient pas trop Frank Capra, qui appelait ça le capracorn, hein, exactement, quand on parlerait de popcorn, si vous voulez. Hein. C'était une sorte de mièvrerie, hein, si vous voulez, quand on voit un film de Frank Capra, c'est très beau, mais c'est extrêmement mièvre, extrêmement simpliste, etc. Bon, là, ce que vous allez voir, c'est sans doute l'hyper-capracorn, quoi, si vous voulez. Hein, a priori, hein, et moi c'est ça aussi ça qui m'intéressait, c'était de vous passer un film qui dans sa filmographie reste à lui l'un de ses films préférés, l'un de ses moins connus aujourd'hui bizarrement. Jean-Paul vous a rappelé, on y reviendra sans doute, l'aventure, on pourrait dire l'épopée du film, hein, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui de version intégrale de Lost Horizon, en tout cas le film tel qu'il l'a tourné à l'époque, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a notamment 2 pellicules négatives qui ouvraient normalement le film que Frank Capra a lui-même jeté dans un incinérateur. Donc on ne retrouvera plus jamais les 2 premières bobines. Il existe des photos de tournage. Il y a plein de documentaires qui ont été faits là-dessus. Mais le film que vous allez voir, dans la version d'origine, ne s'ouvrait pas du tout comme ça. J'y reviendrai une fois, évidemment, que vous l'aurez vu. Alors, 2 choses avant que vous voyez ce film. Je n'ai pas envie d'ailleurs de trop dévoiler ce dont ça parle, et j'espère que vous en savez très très peu finalement, parce que je pense que c'est très agréable de découvrir Lost Horizon quand on ne sait pas de quoi parle le film. Sachez que c'est adapté d'un roman d'un écrivain anglais qui s'appelle James Hilton, qui portait aussi le titre Lost Horizon. Alors c'est traduit en français par Horizon perdu, alors Horizon au pluriel, alors que le titre original c'est Lost Horizon au singulier, donc adapté d'un bouquin de James Hilton, et Capra va pouvoir faire ce film en 1936, à un moment, 37, pardon, à un moment très particulier de sa carrière. Je vous rappelle rapidement, là aussi j'y reviendrai, c'est que Capra, il est né en 1897, hein, donc il fait partie de cette génération on pourrait dire, de monstres, de très grands cinéastes hollywoodiens qui ont connu à la fois le muet et le parlant. Il est de la génération des Ford, des Raoul Walsh, des King Vidor. Il appartient à cette génération-là. Hein. Il est un tout petit peu plus âgé que les tout premiers, qui seraient Thomas Griffith, par exemple, Wins ou des gens comme ça. Lui, il vient un tout petit peu après. Et il est né en 1897, il est né en Sicile. Ça, c'est important parce que Capra est évidemment un immigré. Et à l'âge de 6 ans, ses parents vont quitter la Sicile. Il habitait dans un tout petit village pas loin de Palerme, direction les États-Unis et direction Los Angeles. Donc il arrive aux États-Unis, Frank Capra, à l'âge de 6 ans. Et
évidemment, comme souvent, mais ça c'est vrai de l'histoire de l'Amérique, mais c'est même l'histoire d'autres pays, évidemment, c'est que les plus fervents défenseurs, on pourrait dire, ou représentants, ou même par moments propagandistes des valeurs du pays d'accueil, ce sont ceux qui y sont venus quand ils étaient jeunes. Hein, ce sont les immigrés. Zola, l'italien en France, quoi, si vous voulez. Aujourd'hui, on se dit là, le top de l'essence, la quintessence de l'esprit français, c'est Zola, mais Zola, c'est un Italien. Comme la quintessence, on pourrait dire, des valeurs américaines et des valeurs américaines défendues par Hollywood, c'est évidemment Frank Capra. C'est que si vous voulez savoir à quoi rêve l'Américain, ou à quoi rêve Hollywood dans un monde idéal, on pourrait dire presque fantasmatique, vous voyez les films de Frank Capra. Hein, c'est que Frank Capra a filmé son rêve d'Amérique, précisément. C'est pour ça que tout de suite on comprend qu'il n'y a pas du tout de naïveté là-dedans. Il ne nous montre pas une réalité, il ne nous dit pas que ça c'est possible, il ne nous dit pas que ça existe. Il nous disait voilà, si on était resté fidèle aux valeurs des pères fondateurs, et aux valeurs américaines, je vous dirais lesquelles, c'est aussi bien Jefferson, Washington, Emerson, Henry David Thoreau, c'est les grandes références du cinéma de Capra, donc vraiment les pères fondateurs à la fois du système américain, de la pensée américaine, de la culture américaine. Voilà à quoi ressemblerait le monde. Hein, ce qui fait qu'il faut voir les films de Frank Capra, en tout cas ceux de cet âge d'or des années 30, comme on pourrait dire des visions rêvées de l'Amérique. Bon. Alors, Frank Capra va donc commencer, au début c'est quelqu'un qui a fait des études extrêmement classiques avec le cinéma, ingénieur chimiste, finalement ça n'intéresse pas beaucoup, il va débarquer à San Francisco, il va faire énormément de petits métiers à cette époque-là, et puis un jour il va peu à peu rentrer dans l'industrie du cinéma, en étant vraiment le garçon de café. Hein. Et on est dans les années 10, au début des années 20, c'est le moment où le cinéma burlesque américain est extrêmement fort, vous connaissez sans doute évidemment, indépendamment de Chaplin, de Keaton, mais certains des autres larrons, Fatty Arbuckle et notamment Harry Langdon ou Mack Sennett. Hein, vous vous souvenez de Mack Sennett, ça vous dit quelque chose ? L'homme qui a été un des grands, on pourrait dire, gagman, représentants du burlesque dans les 10 et les années 20, c'est lui qui avait notamment créé les Keystone Cops, vous savez, ces flics qui se faisaient poursuivre et qui se prenaient des tartes à la crème et des coups de pied au cul alors qu'ils étaient poursuivis dans les rues. C'est lui qui a créé ça, Mack Sennett. Et Frank Capra va être embauché au début pour écrire des gags, tout simplement, pour Mack Sennett et bientôt pour Harry Langdon. Harry Langdon, vous savez, c'est un acteur du muet, peut-être un peu moins connu aujourd'hui, mais qui a été une superstar à l'époque. Et Capra va rentrer à Hollywood, on pourrait dire comme ça, en étant au début, en travaillant dans l'univers du burlesque et de la comédie. Et d'ailleurs, ces films garderont toujours, à l'exception de quelques-uns d'entre eux, cette espèce de ton comique, de ce qu'on appelle la screwball comédie, ou pardon, même la comédie du remariage. Il va donc commencer à travailler comme ça, assistant réalisateur. Il va signer son premier film au milieu des années 20, un film qui est Tramp, Tramp, Tramp avec Harold Lloyd. Et puis peu à peu, un jour, il va rencontrer un homme qui à l'époque n'a pas énormément de pouvoir mais qui en aura beaucoup par la suite, qui est Harry Cohn. Harry Cohn, c'est le patron de la Columbia. Et la Columbia, dans les années 20, c'est un petit studio. C'est pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on pense à Columbia, on pense que c'est quelque chose d'équivalent de la Warner ou de la Paramount. Pas du tout. À l'époque, la Columbia, c'est pas grand-chose. Et Harry Cohn va embaucher Frank Capra. Ce qui fait que cette relation entre les deux hommes, elle est importante parce qu'elle va d'abord expliquer beaucoup de l'évolution de la carrière de Frank Capra et elle est aussi à l'origine de certains des problèmes du film que vous allez voir évidemment ce soir. Et donc Frank Capra va réaliser des films qui sont plutôt bien accueillis, ça marche correctement, il trouve son public, mais c'est pas du tout à l'époque une superstar. Frank Capra, c'est plutôt un artisan qui fait des films de commande. Ça, c'est très important. Jusque-là, il fait des films de commande. Et en 1934, arrive un film auquel peu de gens croient, y compris Harry Cohn de la Columbia, qui s'appelle It Happened One Night. En français, c'est New York, Miami. Vous avez peut-être vu ce film avec Claudette Colbert et Clark Gable, très vaguement tiré d'une nouvelle qui s'appelle Night Bus, un film qui se passe dans un autocar intégralement. C'est un des tout premiers road movies de l'histoire du cinéma américain, ce film de 1934. Et j'y reviendrai plus tard parce que c'est un moment important dans la carrière de Capra. Et ce film va avoir un succès énorme. Et donc, Harry Cohn va proposer à ce moment-là à Frank Capra de signer un contrat de plusieurs films avec lui, et surtout il va commencer à lui laisser une certaine forme de liberté artistique, c'est-à-dire que jusque-là il faisait plutôt des films de commande dans lesquels il mettait son petit grain de sel de temps en temps, ce qui fait que les films qu'il fait avant, on reconnaît le Capra, mais c'est pas encore le Capra totalement, on pourrait dire épanoui, mûr, qu'on va connaître ensuite. Et là va commencer à partir de New York, Miami, un âge d'or
qui est la plus grande période du cinéma de Capra. C'est en gros 34-41. Et c'est là qu'il va tourner, alors je vous donne certains des titres, mais vous les connaissez forcément, en tout cas j'espère. L'extravagant Mr. Deeds, un film génial avec Gary Cooper, le film qui fait juste avant Lost Horizon. Il y aura évidemment Lost Horizon ensuite, Horizon perdu. Ensuite, il va tourner Vous ne l'emporterez pas avec vous. Vous avez vu ce film? Non? Bon, tout ça, c'est vraiment des choses à voir. Hein. C'est pas possible de, vous voyez, la Noël arrive, hein, pensez-y, quoi. Le programme, il y a au moins 6-7 Capra à voir. Vous ne l'emporterez pas avec vous, film absolument génial, hein, qui est réalisé juste après Lost Horizon. Il va en réaliser d'autres, évidemment. Arsenic et Vieille Dentelle, vous avez peut-être entendu parler, évidemment, de ce film-là. Et puis, Monsieur Smith au Sénat, James Stewart, évidemment, c'est lui. Et La vie est belle, hein, là on est au début des années 40, qui sera son film le plus connu, un des plus grands classiques, évidemment, de l'histoire du cinéma américain. Alors, je termine avec ça en vous disant deux choses. La première, c'est que cette période des années 30, elle est importante, puisqu'il y a un moment dans la carrière de Frank Capra, et c'est précisément, dans ces temps, je vous lirai un passage dans lequel il exprime ça. Dans les années 30, il va prendre conscience que c'est bien de faire des films de commande, mais lui, il a envie de dire des choses. Et on est au début des années 30 à ce moment-là. Il a envie de dire des choses. Et il va, à partir de Mr. Deeds, se dire maintenant c'est fini. Je veux bien faire des films éventuellement de commande, mais l'idée c'est que j'écrive les scénarios ou je les coécrive au maximum. Là, il va rencontrer un scénariste important pour lui qui est Robert Riskin. Et l'idée c'est que chaque film défende un point de vue. Autrement dit, Frank Capra a été un des tout premiers, sinon le premier, à imposer l'idée d'un auteur à Hollywood. Ça, c'est très important. Pas le cinéaste qui est financé par un producteur ou par un studio et qui fait des films, passant du film d'aventure, KPDP, mélodrame, comédie. Dans Frank Capra, il a dit, maintenant, je vais faire des films qui me ressemblent. Ce qu'il y a dans les films, c'est moi qui le pense. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, quand on voit les films de Frank Capra, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est du Capra pur et dur. D'où l'incroyable cohérence qu'il y a dans les années 30 entre ces différents films, alors que pour certains cinéastes, ça sera plus dur, parce que précisément, ce sont des films de commande qu'on leur donne, et pour eux, il faut arriver à trouver, on pourrait dire, une façon d'introduire leur personnalité via la mise en scène, mais presque en contrebande. Hein. C'est ce que Martin Scorsese appelait les contrebandiers. Chez Capra, c'est pas du tout un contrebandier, c'est presque le premier auteur de l'histoire du cinéma hollywoodien, hein, parlant, qui est lui qui va dire mon nom, moi j'ai envie de faire un film et différent de certaines choses. Ce qui fait qu'à l'époque, il est le premier pour deux choses dont le nom apparaît au générique avant le titre. Hein, jusque-là, il y avait l'apparition des deux stars du studio, les deux stars, le titre du film, et à la fin arrivait réalisé par, hein, peu importe les noms des cinéastes. Avec Frank Capra, on a Frank Capra présente. Frank Capra devient un nom qui précède l'arrivée du titre. C'est une façon évidemment de mettre la main, hein, et de montrer, on pourrait dire, la griffe autoriste et personnelle sur le film. Et y compris sur les affiches. Sur les affiches de films, les gens allaient voir, parce que c'est aussi ça qui a fait que la politique des auteurs ensuite a pu être reconnue, notamment par les Français, mais c'est aussi l'idée que des spectateurs, pas forcément hyper cinéphiles, se sont dit, je vais voir un film, d'accord, il y a Gary Cooper, d'accord, il y a James Stewart, d'accord, il y a Jean Arthur et d'autres, mais je vais voir un Capra. Ce qui, n'oubliez pas, avant les années 30, était un truc totalement impensable. On n'allait pas voir un Capra, on n'allait pas voir un Vidor, on n'allait pas voir un Walsh. On allait voir un film, et à part quelques critiques très spécialisées, les gens ne se disaient pas forcément, finalement, j'ai vu un film de Raoul Walsh. Là, non. C'est-à-dire que Capra devenait, au même titre que certains des acteurs avec lesquels il a joué, presque une signature, hein, ou en tout cas pouvait éventuellement attiser le désir d'aller voir un film, signé par Frank Capra. Donc, je termine en vous disant quoi? Que ce moment-là des années 30, c'est l'âge d'or du cinéma de Capra. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'avant Noël, il faudrait que vous ayez vu 7 films, c'est ces films-là qu'il faudrait que vous ayez vus. Ouais. Disons 34-41. Voilà, vous prenez la Filmo, 34-41, vous voyez tout. Et tout est disponible, très honnêtement. Hein, donc, c'est pas du tout de l'archéologie que je vous demande, hein, c'est très facile de trouver. Tous ces films-là, il faut les voir, parce que là, c'est le cœur, non seulement du cinéma de Capra, c'est le cœur, on pourrait dire, du cinéma idéaliste hollywoodien. C'est-à-dire que, par moments, on se dit, oui, mais le Hollywood mainstream, ça c'est très américain. Souvent j'entends des gens dire ce genre de choses-là, ce qui est évidemment complètement stupide. Mais si ça avait un début, si ça avait une once d'intelligence, c'est à ça que ça renverrait. C'est-à-dire que la version idéalisée de l'Amérique, c'est Capra, évidemment, qui l'a filmé. Et Lost Horizon, qui est donc le film qu'il fait au mi-temps, un peu plus tard, mais en gros au mi-temps de sa carrière, mais en tout cas au milieu des années 30, c'est un film qui est... je ne veux surtout pas dévoiler l'histoire, il faut juste que vous sachiez que c'est à l'époque un des films les plus chers de toute l'histoire du cinéma parlant. Et Harry Cohn, le producteur de la Columbia, avait dit
à Frank Capra, qui lui avait amené le roman en disant ça pourrait faire un film formidable. Il l'a découvert un jour dans un train, je vous dirai plus tard comment. Et il demande à Harry Cohn d'acheter les droits de ce livre. Il dit je ne sais pas comment, mais ça pourrait faire un film formidable. Et Harry Cohn lui fait confiance. C'est souvent des gens qui étaient comme ça à la fois peu éduqués, très signifiés, très intuitifs. Tout le contraire des producteurs d'aujourd'hui, qui sont très éduqués mais qui ne connaissent rien au cinéma, très souvent. Et là, on produisait à l'époque des choses, et Cohn faisait confiance à Frank Capra en disant, écoute, je veux bien acheter les droits de ce livre, en faire un film. Capra dit, ça coûtera 2 millions de dollars, ce qui est colossal à l'époque, c'est 6 fois plus que Mr. Deeds ou autre, c'est le film le plus cher de la Columbia, et le budget de Lost Horizon, c'est la moitié du budget du studio sur l'année de sa réalisation. Donc le risque pris avec ce film est évidemment colossal. Et là, Harry Cohn lui dit, écoute, pourquoi pas, je te fais confiance, simplement on va attendre les résultats de l'extravagant Mr. Deeds, film qu'il vient de réaliser. Si le film marche, en gros, d'accord, carte blanche, tu fais ton film, et s'il ne marche pas, tu ne le fais pas. Et il se trouve que Mr. Deeds va cartonner, va être un immense succès public, et grâce au succès de ce film, que vous l'avez peut-être vu, qui raconte l'histoire d'un paysan, d'un bouseux, on dirait nous, qui un jour hérite d'une somme de 20 millions de dollars et débarque à New York et ne sait pas quoi faire de cet argent-là, et là va rencontrer, on pourrait dire, toutes les crapules, les vampires, les véreux qui veulent profiter de sa fortune, et comment cet homme capraesque à mort, l'homme des bonnes valeurs, honnête, sincère, qui ne pense pas de mal, va tenter de résister on pourrait dire, à la puissance capitaliste de cette époque-là. Évidemment, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise avant que vous voyez Lost Horizon, c'est que pour comprendre Capra, il y a quand même 2 choses à avoir en tête, enfin 3. Le fait que c'est un immigré, ça c'est très important. Le fait qu'il a fait ses meilleurs films à un moment très particulier de l'histoire de l'Amérique, qui sont les années 30, et on y reviendra peut-être une fois ou deux dans le cycle, parce qu'il y a des films qu'on va passer qui après cette période-là. En l'occurrence, je pense à William Wellman, que vous verrez. Les années 30, c'est évidemment ce qui suit le krach boursier de 29, c'est le moment de la dépression, et tout le cinéma de Capra est totalement imbibé par ça, par ces centaines de milliers de gens jetés sur les routes, par la pauvreté qui gagne l'Amérique dans les années 30. C'est très important pour comprendre les films de Capra. Et le troisième élément, pour bien comprendre à mon avis, ces films et Lost Horizon, c'est évidemment la guerre, la Seconde Guerre mondiale, puisque Capra fera des films de propagande, une série de films de propagande pour les soldats américains qui partent sur le front, et notamment en France. Why We Fight, pourquoi nous combattons, c'est Capra qui va coordonner tous ces films qu'on va montrer aux soldats pour leur expliquer pourquoi ils vont se battre, pour leur donner le moral. Il était le chef du service du moral pendant la guerre, Frank Capra, pour qu'ils aillent se battre sur le front européen. C'est important parce que la guerre, si vous avez cette idée-là en tête, on sent qu'on est quelques années, évidemment, avant la Seconde Guerre mondiale, mais Capra a la prémonition de quelque chose de terrible qui est en train de se préparer. Et vous allez à un moment donné entendre le discours d'un personnage, on a un sentiment d'entendre un prophète. Et Capra avait ça vraiment en tête. Voilà, ce qui fait qu'on a un idéaliste, mais pas du tout ni un naïf, ni un niais, évidemment. On y reviendra sur tout ça un peu plus longuement tout à l'heure. Donc voilà, Lost Horizon, comme l'a dit donc tout à l'heure Jean-Paul, c'est une version, il n'existe pas de version intégrale malheureusement, mais c'est à ce jour la version la plus complète qui existe du film. Voilà. Bonne projection. Je pense que c'est dur de revenir dans le réel. Alors la question qu'on peut se poser, et à mon avis on se pose quand on sort d'Horizon Perdu, c'est est-ce qu'on a envie, la question c'est est-ce qu'on est plutôt avec Robert Conway, avec le diplomate humaniste, autrement dit on a envie de faire comme lui, de rester, de partir, de se rendre compte que finalement il s'est trompé, que sa foi est plus forte et il revient. Sachant, il y a une petite chose qu'il faut rappeler, c'est que dans le roman de James Hilton, Conway revient à Shangri-La uniquement parce qu'il a été totalement conquis par ce mode de vie, cette micro-société, et qu'il accepte la tâche qui lui est donnée par le grand lama, alors que dans le film, il y a 2 raisons pour lesquelles il revient. La première, c'est celle-là, et la seconde, c'est Sondra, évidemment, la femme, Jan Wyatt. Ce qui modifie un tout petit peu, ça modifie, dans le sens où la pureté n'est pas absolue, si vous voulez, parce qu'il revient pour une femme. Autrement dit, il revient parce qu'il a tombé amoureux d'une femme. Alors, évidemment, c'est Shangri-La, mais quand même, c'est-à-dire que c'est pas là où, à mon avis, le roman ne laisse pas la moindre ambiguïté, c'est que tout simplement, c'est qu'il adhère
à cette société-là, à ce monde. C'est pour lui l'image, son rêve humaniste qu'il a eu toute sa vie, sur lequel il a écrit des livres, parce qu'on apprend au milieu du film que c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est l'élu, hein, au sens biblique du terme, si vous voulez. Dans le roman, c'est sans doute plus pur. Là, il y a la romance en plus, qui fait que, bon, on revient, mais si ce n'était pas Shangri-La, c'est un endroit moins désirable, ou un endroit infernal, peu importe, est-ce qu'il reviendrait quand même? Voilà. Donc il me semble que la romance fait un tout petit peu écran à la puissance de la fable, quoi, si vous voulez. C'est que la femme, me semble-t-il, elle est presque en trop. Hein. Alors après, on peut très bien avoir une autre lecture en se disant finalement que cette femme incarne Shangri-La et qu'au fond, il n'y a pas du tout si vous voulez, de contradiction entre le fait de vouloir retourner à Shangri-La et le fait de vouloir retrouver cette femme-là. L'une valant pour l'autre. On peut très bien aussi considérer ça. Je pense que les deux sont évidemment valables. Mais la question évidemment qu'on peut se poser, en tout cas, il faut rappeler que c'est un film qui a eu beaucoup de succès, mais qui encore aujourd'hui et qui à l'époque a divisé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a sans doute deux types de spectateurs par rapport à Lost Horizon. Il y a ceux qui sont du côté de Robert Conway et ceux qui sont du côté de son frère, hein, pour lequel cette espèce de société de l'amabilité, de la mesure, parce que c'est comme ça qu'elle est présentée, c'est le cauchemar du formatage. C'est la barbarie douce, quoi, si vous voulez, Disneyland. Est-ce qu'on a envie d'habiter à Disneyland? J'en suis pas convaincu. Voilà. Et donc, moi, ce que j'aime dans le film, c'est que il faut impérativement, me semble-t-il, quand on le voit, garder ces deux hypothèses-là en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais je pense que, et on en discutait tout à l'heure, enfin, là, pendant la projection, la question, ce n'est pas Shangri-La ou pas. Hein. La question, c'est est-ce qu'on a en nous, et c'est sans doute, à mon avis, ce qu'avait en lui Frank Capra, et à savoir, il faut avoir son Shangri-La quelque part dans sa tête. Si on ne l'a pas, qu'il y a un problème. Quitte à se confronter à lui, vouloir y retrouver de temps en temps, ou au contraire l'avoir vu et vouloir repartir ailleurs. Mais cette espèce d'hypothèse humaniste folle, naïve, c'est un conte de fées, hein, que vous avez vu, évidemment. Hein. C'est pas du tout un film réaliste. C'est ce qui garantit le fait qu'on a encore une part d'humanisme en soi. Si on n'a pas de Shangri-La, si on n'a pas cette espèce de micro-monde idéal, hein, dans lequel les valeurs sont celles des valeurs humanistes, et j'y reviendrai, des valeurs, encore une fois, des pères fondateurs américains, la sincérité, l'honnêteté, le travail lié à son labeur, l'absence de violence, l'absence d'économie, de cupidité, d'égoïsme, d'individualisme, enfin tout ce qui caractérise la société, la civilisation des années 30 après le krach de Wall Street selon Frank Capra, et qu'il a filmé dans tous ses films. Si on n'a pas, en fait, on pourrait dire, cette société-là en tête, ce qui dans le film est appelé le outside world, hein, j'aime bien cette idée qu'il y a une inversion totale et que le monde, l'inconnu, une fois qu'on est à Shangri-La, c'est évidemment le nôtre, hein, alors que la norme devient cet endroit-là. Si on n'a pas ça en nous, on n'a plus cette trace d'humanisme. Et je pense qu'à mon avis, quand on voit le film, il faut le prendre d'abord comme un conte de fées, comme une fable. Hein, ne cherchons pas le côté réaliste ou pas. Certains parce que évidemment il y a une longue histoire, et ça je vous renvoie à des livres d'histoire ou voilà, de gens qui sont intéressés à la civilisation, à Victor Ségalen, à tous ces gens-là, le Tibet étant dans l'imaginaire occidental un lieu qui a excité beaucoup. Hein, aussi bien, alors on pourrait presque dire aussi bien les grands voyageurs, Ségalen par exemple dans son Grand Voyage, l'homme qui a écrit tant sur l'exotisme, s'était arrêté aux limites du Tibet. Il y a eu la ville de Lhasa, hein, que les Occidentaux ne pouvaient jamais pénétrer. Les habitants de Lhasa ne voulaient pas qu'ils rentrent. Donc pour eux, Lhasa, c'était vraiment le Graal, c'était Shangri-La, un endroit logé au Tibet. Pour les nazis, il y a eu des expéditions faites par des ingénieurs et scientifiques nazis au Tibet, considérant que se cachait sans doute là le berceau de la civilisation aryenne. Pour eux, le Tibet, c'était ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son Shangri-La. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que c'est évidemment une métaphore absolue, qu'il est situé évidemment au Tibet. Le livre est adapté du roman, mais le Tibet, c'est, si vous voulez, une des images multiples de toutes les utopies qu'on a au fond de nous. Hein. Sachant que le Shangri-La, c'est une reformulation de l'Utopia de Thomas More. Hein, vous avez peut-être lu ça, 1516, et il y en a eu évidemment plein de différentes versions comme ça de ces lieux édéniques, quoi, si vous voulez, le paradis perdu, hein, le jardin d'Éden. C'est ça que le film figure. Alors,
je ne vous ai pas dit grand-chose du tournage, mais il y a quelque chose que raconte. Je vais vous lire un petit. J'ai ramené le livre, l'autobiographie de Capra, pour vous lire un petit extrait justement sur la façon dont Capra se mettait lui-même dans ses films. Mais il faut rappeler que lorsque le film est tourné, d'abord le tournage est un tournage assez homérique. Vous imaginez bien qu'ils ne sont pas partis au Tibet pour tourner Lost Horizon. Le film il a été tourné dans 2 endroits à Los Angeles, enfin en Californie. Le premier endroit, c'est le ranch. C'est un ranch quelque part vers Burbank, à Los Angeles, où ils ont reconstruit la lamasserie, que vous voyez, intégralement reconstruite. Tous les plans de loin, elle a été construite en miniature. Tous les plans de la vie à l'intérieur de Shangri-La ont été véritablement construits dans des studios. Là, il faisait 40 degrés. Je dis ça parce que c'est intéressant de dire qu'il faisait 40 degrés quand il tourne ça. Et puis, toute la première partie du film et toute la dernière partie, le moment où ils sont dans l'avion, l'avion s'est écrasé, ils commencent à avoir froid, ils sont récupérés par des Tibétains, il y a la Grande Marche de l'Alaska, toutes ces séquences-là, avant d'être récupérées par les gens de Shangri-La, ça a été tourné. Alors on se dit, mais où ils sont allés tourner ça? Je ne sais pas, en Alberta, quelque part au Canada, pas du tout. C'est que Capra, lui, voulait impérativement qu'on croit à cette première demi-heure-là. J'y reviendrai après, parce qu'il y a une vraie rupture dans le film. Il y a en gros la première demi-heure, et puis à l'arrivée à Shangri-La, on a presque le sentiment que ce sont 2 films différents. 2 registres, 2 ambiances, 2 façons de filmer différents, 2 rythmes même. La première est plutôt extrêmement rapide, très vif, comme c'est l'être le cinéma de Capra. La seconde est beaucoup plus lente, beaucoup plus apaisée, plus sereine, plus spirituelle. On sent bien qu'ils ne cherchent pas les mêmes choses dans les 2 parties. Et dans la première partie, il voulait qu'on croie vraiment à ça, et il voulait qu'il y ait une dimension documentaire. Au moment où ils quittent Baskoul, l'espèce d'insurrection, ils prennent les derniers occidentaux, les avions partent, l'avion est détourné, mais eux ne le savent pas, nous évidemment on le sait. Shanghai, finalement c'est pas Shanghai. Ils font le plein en Mongolie, il n'y a pas assez d'essence, finalement l'avion s'écrase, etc. Montée de l'Himalaya. Toute cette partie-là, Capra voulait que ce soit extrêmement documentaire. Et notamment, il voulait qu'on ressente le froid. Et pour ça, comme il était évidemment hors de question, pour des raisons évidemment de coût et même d'assurance, tout simplement, d'aller filmer dans des endroits où il faisait vraiment cette température-là, un jour Capra a trouvé une espèce de gigantesque, dans la zone industrielle de Los Angeles, un gigantesque hangar frigorifique, et qui ne servait pas du tout au cinéma. Et il était voir le propriétaire en lui disant, est-ce qu'on ne pourrait pas vous louer ce hangar-là ? Parce que moi j'ai besoin qu'il fasse -5, -10 degrés en où je vais tourner. Le type a un peu hésité, a dit finalement oui, mais ça va être très compliqué parce que ça pose un nombre de problèmes incalculables de tourner dans un endroit si froid, évidemment. La pellicule d'humidité sur les caméras, les ampoules qui sautent, enfin ça a été homérique. Le tournage de la première demi-heure de film a été homérique. Parce que lui voulait qu'ils aient vraiment froid, il voulait notamment, alors c'est drôle ce détail, parce que ça me fait toujours penser à Titanic de James Cameron, c'est qu'il voulait qu'on puisse voir l'haleine condensée, le froid de la respiration, vous savez. Alors la seule chose qui atteste en fait dans un film que les acteurs ont vraiment froid avant le numérique, c'est ça. C'est-à-dire que si vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, qu'il fait -10 degrés, -15, -30, mais si les gens sont dehors et lorsqu'ils respirent, ou dans l'avion quand c'est écrasé et que je ne vois pas de buée sortir de leur bouche, d'haleine condensée, je n'y crois pas. Je sais que ce n'est pas vrai. Et souvenez-vous que James Cameron, lorsqu'il tourne Titanic, évidemment, au moment du naufrage et de la fin du film, on est censé être dans un environnement évidemment glacial. Il était hors de question de faire tourner les acteurs dans un endroit pareil. Donc il ne faisait pas très chaud, mais l'eau était quand même tiède de Titanic, et ils ont rajouté numériquement l'haleine. Alors je dis ça parce que, comme quoi, ça serait un autre débat, mais cette croyance à l'époque, elle n'est pas du tout entachée par le doute. Aujourd'hui, quand je vois quelque chose sur un écran de cinéma, à moins d'avoir l'œil aguerri, on peut l'avoir à certains moments, mais on peut se faire aussi avoir à d'autres moments. Je ne sais jamais si ce que je vois a eu lieu ou pas, ou si c'est vrai ou pas. Ce qui, moi, en tant que spectateur, me pose un problème, dès lors que ce n'est pas le sujet du film. Vous voyez ce que ça peut être le sujet, la question de l'illusion, du faux, du vrai. Mais très souvent aujourd'hui, il n'y a rien qui atteste de la vérité, de ce que je vois. À l'époque, oui. Si les acteurs, si le souffle évidemment se voit à l'écran, c'est qu'il faisait vraiment froid. Et donc il faut penser que le tournage, les acteurs, les techniciens étaient dans ce hangar frigorifique à -10 degrés, et lorsqu'ils sortaient dehors, étaient 40 degrés. Donc c'était quand même des conditions, des variations de température assez hardcore.
Tout ça pour dire que donc, le film va se tourner. Il y a une très belle idée aussi de Frank Capra, c'est qu'il ne prend, à l'exception de Jane Wyatt, et encore, qui est devenue un petit peu connue grâce au film qu'elle a fait avant avec Gary Cooper, qui est l'extraordinaire Mr. Diggs, mais qui n'est pas une actrice très reconnue, il ne prend aucune star dans ce film. Hein, ça c'est le côté toujours John Doe, hein, l'homme de la rue de Frank Capra évidemment. Il n'avait pas envie qu'on s'identifie ou qu'on reconnaisse immédiatement James Stewart ou d'autres acteurs. Donc ce sont des acteurs, Ronald Colman en l'occurrence, qui joue le rôle de Conway, relativement peu connus. Donc une fois que le film est fait, et je le rappelle hein, que c'était le film que préférait Frank Capra, c'est le film dont il était lui le plus fier, plus que La vie est belle, Deeds, Arsenic et Vieille Dentelle, etc. C'était son film préféré. Ce que peut-être que c'est son meilleur, j'y reviendrai. Parce que je pense qu'il y a des défauts dans le film. Ouais. Mais bon. Et donc, lorsque le film est fait, Frank Capra fait une projection, comme ça se fait toujours, hein, de la version absolument intégrale du film, au patron de son studio. Et donc, tous les gens viennent, des financiers de New York arrivent, on regarde le film, etc. Et tout le monde trouve ça génial. Donc, il n'a pas de problème, formidable, le film doit sortir. Mais Harry Cohn, qui est donc le producteur de la Columbia, dit... Avant de sortir, on va quand même vérifier quelque chose. Il faut qu'on montre le film à un grand public, pas 10 personnes averties, producteurs, réalisateurs, scénaristes, distributeurs. Les projections de presse, vous avez vu ça souvent dans des films, une salle où il y a 15 places, on fumait à l'époque, et puis voilà, des gens qui donnent leur avis. Et Harry Cohn, qui avait quelqu'un qui avait le nez, qui savait qu'un film en projection de presse auprès des gens des studios et dans une salle de cinéma, peut recevoir des accueils totalement différents. Et donc, il va organiser, avant de le montrer, on pourrait dire à la presse et aux distributeurs du pays des États-Unis, avant de le montrer à tous ces gens-là, il va organiser une projection secrète pour s'assurer que le film dont eux pensent que c'est un chef-d'œuvre, hein, que c'est le plus grand film qu'ils ont jamais vu, pour s'assurer que ça ne va pas être une catastrophe auprès d'un public lambda. Ils vont donc projeter le film une première fois, cette fameuse première fois, à Santa Barbara, la petite ville de Santa Barbara. Vous connaissez sans doute cette petite ville parce qu'il y a une série à l'époque qui est sur la côte ouest entre San Francisco et Los Angeles, et donc ils organisent une projection. Et dans ses mémoires, Capra raconte cette projection-là. Il y a Harry Cohn, il y a sa femme, il y a Capra et lui et sa propre femme, et donc ils assistent à cette projection devant 4, 5, 600 personnes extrêmement confiants, mais qui sont des gens, vous savez, à l'époque ça se faisait beaucoup. Les gens arrivaient dans une salle de cinéma, il y avait une avant-première, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir. Et là, l'écran s'ouvrait. Ils avaient soit le lion de la MGM, la statue de la Columbia, la montagne de la Paramount, enfin peu importe. Et là, ils découvraient quelque chose. Et Capra raconte, on pourrait dire, l'expérience traumatique de la première projection publique de Lost Horizon. Là, le film commence, mais pas le film que vous voyez, j'y reviendrai. Le film s'ouvre dans la version que Capra va filmer, au début, comme un flashback. C'est-à-dire que ce que vous voyez à la fin, sous une version développée, est placé au début. Autrement dit, on a cet homme qui nous raconte l'histoire de Robert Conway et de sa bande. Il nous raconte Shangri-La, il nous raconte comment il a tenté de le récupérer, de le garder, et comment cet homme s'est échappé pour finalement rejoindre son rêve fou et Shangri-La. Et là, deux bobines précisément, cut, et on va suivre sous la forme d'un flashback l'aventure que vous avez vue là. Bon. C'est cette version-là qui est projetée à l'époque à Santa Barbara. Catastrophe absolue. Les gens n'arrêtent pas de rire pendant tout le film. On trouve ça complètement ridicule. Quand ils partent à la fin, il y a cette phrase de Capra qui dit, il rencontre quelqu'un, il ne sait pas que c'est le réalisateur qui est là, évidemment. Il dit, celui qui a fait ce film-là, il faudrait le fusiller. Donc Capra, évidemment, est totalement déprimé. Donc il va rester. Donc le film est bloqué. On attend de savoir quoi faire, grosso modo. Personne n'a la solution. Ni Harry Cohn, le distributeur, ni Frank Capra. Et Capra, pendant des jours et des jours et des jours, va tenter dans sa tête de tourner le problème en se disant, mais quelle est la clé ? Qu'est-ce qui fait que ce film, dont moi et puis d'autres considérons que c'est un des plus beaux films qu'on ait jamais fait, un film absolument sincère, hein, il n'y a pas tant de films que ça, c'est d'une sincérité absolue. Comment se fait-il que ce film-là ne marche pas ? Et Capra a une idée. Au bout de 2 semaines, il se dit, voilà il va en salle de montage, il va voir son monteur, il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Les 2 premières bobines, tu les enlèves. Hein, et le générique commence au moment de l'évacuation de la ville de Basse-Coul. C'est là que le film va commencer, dit Capra. Et pas ces longues séquences au début, on supprime le principe du flashback, si vous voulez. Et Capra a cette intuition-là. Il va voir Harry Cohn et lui dit, voilà, j'ai l'idée, le générique arrive au bout de 2 bobines.
Cohn lui dit mais ça va tout changer, oui. En tout cas, on n'a plus rien à perdre. 2 millions de dollars de budget. Hein. Disons qu'un film comme ça qui ne marche pas, c'est le studio qui coule intégralement. Tout le monde joue évidemment extrêmement gros. Et Cohn lui dit bon bah écoute, si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, pourquoi pas. Et donc il met la séquence générique commence au moment de l'évacuation de la ville qui est à la frontière chinoise. Et là le film donc part en projection publique hein, et c'est parti. Donc, et là le film fait un carton intégral. Et donc Capra se rend compte qu'en ayant supprimé les 2 premières bobines du film, autrement dit en ayant projeté directement le spectateur à l'intérieur de ce film à la fois documentaire, dans une ville qu'on ne connaît pas, il se passe des choses qu'on ne comprend pas vraiment, en ayant supprimé les 2 bobines d'ouverture, en ayant supprimé la structure en flashback du film, le regard du spectateur change complètement. Alors la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est de se dire mais pourquoi ? Enfin pourquoi ? Pour quelle raison parce que ces fameuses 2 bobines que Capra a cramé. Bon. Pourquoi le fait que ces 2 bobines soient ou ne soient pas présentes change tant la vision du film ? Alors Capra, lui, a eu une théorie plus tard en disant le problème, c'est que mes films, et là il parlait aussi bien de Lost Horizon que de La vie est belle, que de Monsieur Smith au Sénat, Deeds, etc. Il dit mes films sont des fables. Je dis conte de fées, je n'aurais pas dû dire ça. Mes films sont des fables, sont des allégories. Bon. Et il disait le risque avec Lost Horizon, c'est que lorsqu'on fait des films sur des allégories, que ce soit des personnages formidables, très humanistes, Lincoln, le Christ, enfin peu importe, des figures bigger than life, il disait le problème, c'est qu'ils rentrent dans le film avec une auréole sur la tête. Quand on voit arriver Lincoln dans un film, si on sait que c'est Lincoln, dès le début c'est Lincoln. Voilà. Bon. Et lui considérait que avec le flashback, donnait une auréole, si vous voulez, au personnage avant même qu'il ne soit intervenu. C'est-à-dire que le film s'ouvrait avec des gens qui avaient déjà découvert Shangri-La, qui avaient adhéré à la mode de vie humaniste, etc. Ce qui fait que quand on les découvrait au bout de 2 bobines, on ne découvrait pas le Conway qu'on voit là, simple diplomate anglais qui pourrait avoir une petite carrière sympathique dans son pays. On découvrait un homme qui est déjà hors norme, qui a vécu quelque chose, qui a connu un endroit que personne ne connaît et qui a accepté une tâche absolument gigantesque, une tâche quasi, je dirais divine, en tout cas une tâche presque mystique, quoi, si vous voulez. Et donc Capra disait, la raison pour laquelle, selon lui, les gens ne croyaient pas, en tout cas à l'évolution, au parcours du personnage dans la première version par rapport à la seconde, c'est que la première leur mettait une auréole sur la tête tout de suite. Ça en faisait des êtres d'exception. Alors qu'on sait que le principe de tous les films de Frank Capra, c'est qu'on part généralement c'est lui ces films s'appellent quand même Meet John Doe, hein. C'est l'homme de la rue en français. Ce sont des gens absolument ordinaires, comme vous et moi, à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est ce parcours-là qui intéresse Capra. Et ce quelque chose d'extraordinaire, généralement, c'est, on pourrait dire, une chance et une peine. La chance, c'est ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont recevoir une fortune, peu importe. Quelque chose va transformer, modifier leur situation. Et la peine, c'est que, transformant leur situation, ça les met dans une position et un statut social qui va provoquer l'égoïsme, la cupidité, la jalousie des autres. Mr. Deeds étant un truc typique. Cet homme, on a pu voir dans un film de Douglas Sirk, vraiment l'américain agrarien, paysan typique, qui vit dans sa petite ville, qui joue du tuba, vraiment l'humaniste à la Capra typique. Un jour, il récupère, on lui donne, un héritage lui est donné de 20 millions de dollars, ce qui à l'époque évidemment colossal, et là il change de statut, et tout le problème c'est que change de statut, il change de milieu social, et là il doit faire face à une civilisation qui lui en veut, qui va tenter évidemment de l'écraser, de le formater, etc. Et tout le problème c'est qu'à la fin, dans la plupart des films de Capra, il y a un coup du sort. C'est pour ça que j'y reviendrai, parce que les scénarios de Capra, ils sont toujours faits en 3 temps, et le dernier moment, c'est le moment où il se passe un truc extrêmement étrange, qui fait que, finalement, Dietz, par exemple, grâce à sa sincérité, son honnêteté, arrive à retourner, on pourrait dire, à la fois le peuple, les méchants, et d'un seul coup, chacun voit sa bonté intérieure ressurgir. Ce qui est fascinant dans cette structure des films de Capra, c'est beaucoup on dit mais c'est complètement naïf, c'est comme si des personnages qu'on a vus pendant 2 heures s'acharner sur un honnête homme, hein, humaniste, pouvaient d'un seul coup être changés. Vous avez peut-être, pour ceux qui ont vu, vous n'emporterez pas avec vous, certains l'ont vu parmi vous, non ? Qui est un film hyper intéressant, parce que c'est le film qui suit juste Lost Horizon, et qui pourrait être presque vu comme une sorte de déclinaison ou de codicile de ce film-là, mais dans l'Amérique, Wall Street, New York, réel. Bon. Dans ce film-là, on a, je vous le dis en 2 secondes parce que c'est pas inintéressant, on a une famille
qui s'appellent les sycamores. Les sycamores, parce que chez Capra, il y a eu plein de Shangri-La jusque-là. Il y a eu plein de petites sociétés, de petites familles, de petits couples dans lesquels la vie était édénique. Et si vous voulez, Shangri-La, ce n'est que la version à l'échelle du monde de tous les petits Shangri-La qu'il y a eu dans tous les films de Capra. La petite ville de Bedford Falls, par exemple, dans La vie est belle, c'est Shangri-La. Avant que le personnage ait envie de se suicider, pour ceux qui ont James Stewart, pour ceux qui ont vu le film. Mais avant ça, c'est Shangri-La. D'ailleurs, c'est ce moment-là que va s'amuser à pasticher Joe Dante au début de Gremlins, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Gremlins, ça part de La vie est belle de Frank Capra. D'ailleurs, il y a des citations permanentes au film de Capra. Autrement dit, Shangri-La, c'était ça. C'est pas à peine d'aller quelque part aux confins du Tibet pour trouver un monde idéal avec des gens qui s'entendent, où les vraies valeurs, on pourrait dire, de solidarité, de sincérité, d'humanisme, etc., sont là. C'est cette petite ville. Bon. Et ce qui est fascinant, c'est que donc, vous n'en parlez pas avec vous, cette petite famille Sycamore a choisi de vivre hors du système capitaliste et des banquiers. Ils vivent quasiment au cœur de Wall Street. Or, ils habitent dans une petite maison qui fait partie d'un grand plan de reconstruction immobilière dirigé, organisé par des banquiers de Wall Street, qui, rappelons-le, dans les années 30, n'ont pas très bonne presse aux États-Unis à cause de la dépression. Hein. C'est peu de le dire. Donc, vous avez vu celui qui, dans le film, sort de là, c'est presque une sorte de banquier, hein, si vous voulez. L'industriel véreux, il vient directement du krach de 29. Hein. Enfin, c'est le commentaire de Capra, évidemment. Et à l'époque, pour les spectateurs, on sait très très bien à quoi ça renvoie. Le banquier, au milieu des années 30, est un criminel. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et alors, cette petite famille qui vit donc de ce qu'ils ont envie de faire, ben voilà, où chacun exploite ses propres singularités, ses propres talents, sans économie. À un moment donné, ils se donnent une fois de l'argent d'une main à l'autre, mais ça semble être presque une erreur dans le cadre qu'on puisse donner de l'argent pour acheter quelque chose. C'est vraiment une économie parallèle à l'intérieur de l'économie boursière américaine. Mais cette petite maison, là, que dirige le génial Lionel Barrymore, qui est un peu le patriarche de cette petite famille, ce petit Shangri-La au cœur de Wall Street, cette petite maison, elle gêne le plan de reconstruction. En gros, on doit tout raser et créer des buildings, etc. etc. Bon. Et lui s'oppose à la vente. C'est un scénario que vous avez revu plein de fois, et notamment dans un film de Michel Gondry qui s'est beaucoup inspiré, pour ne pas dire plus, de ce film de Frank Capra, qui est Beacon Rewind. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas plus le titre français. Voilà, soyez sympa, Robin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Mia Farrow, dans le film, hein, l'association collective d'une bande d'habitants qui vont tenter de préserver, vous vous souvenez ça, hein, de ce cinéma, etc. C'est du Capra, mais de A à Z. C'est presque une sorte de reprise de vous ne l'emporterez pas avec vous, vous n'emporterez pas, ça fait référence à une phrase dans le film où il dit vous pouvez amasser toute la fortune que vous voulez, avoir 2, 3, 20, 70, 2000 milliards de dollars, vous n'emporterez pas avec vous. Hein, c'est ça que ça veut dire, au moment de votre mort. C'est à ça que la phrase fait référence. Et donc ce petit vieux s'oppose à ça. Et donc tout le film, comme très souvent chez Capra c'est un cinéma qui est très dialectique, si vous voulez, oppose d'un côté des gens qui sont encore dépositaires des grandes valeurs de l'Amérique, on pourrait dire fondatrices, Jefferson, l'idéal agrarien, Henri David Thoreau, je vous en parlais tout à l'heure, c'est très important parce que Henri David Thoreau, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est notamment, et Capra adorait ça, pour lui, il avait 2-3 maîtres à penser, dont évidemment Henri David Thoreau. Thoreau, c'était notamment celui qui avait écrit un petit ouvrage que vous pouvez trouver où vous voulez, qui s'appelle Résistance au gouvernement civil, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et Thoreau s'était fait connaître pour beaucoup de choses, mais notamment pour ce petit livre et un autre petit livre qu'il a écrit qui s'appelle Plaidoyer en faveur du capitaine Jim Brown. Jim Brown, c'était un abolitionniste au moment de la guerre de sécession et qui un jour, pour protester contre ce qu'il considérait comme une injustice d'État, a mis feu à une espèce de fabrique d'armes. Le problème, c'est que l'affaire a dégénéré, insurrection, riposte des policiers, 3 morts. Et Brown a été arrêté et pendu. Et Henri David Thoreau, à l'époque, a écrit un texte pour s'opposer à ça, prenant la défense de Brown. Et ce qui est fascinant, c'est que dans tous ces écrits-là, Henri David Thoreau disait toujours, ça c'est un truc qui est typiquement américain, y compris même encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'ils ont une sorte on pourrait dire, de confiance relative en l'État. Pour eux, l'État est au service de l'individu. Autrement dit, si à un moment donné, la justice qui est délivrée par l'État est injuste, il ne faut pas la respecter. Hein,
cette espèce, c'est pour ça qu'Henri David Thoreau d'ailleurs sera tant utilisé par les hippies dans les années 60-70 et encore aujourd'hui, très souvent dans les mouvements contestataires américains, il y a toujours un type qui sort son bouquin d'Henri David Thoreau parce qu'il est presque au fondement de la résistance salutaire à un État oppressif. Voilà, c'est quelque chose de très très fort. Nous, on a, me semble-t-il, beaucoup moins ça. Nous, on avale beaucoup de couleuvres. Là-bas, beaucoup moins. Hein. Dès que l'individualisme, la propriété, la liberté individuelle est possiblement mise en péril, même si ce n'est pas le gouvernement, alors là, peu importe, il y a non seulement un droit, mais un devoir de s'y opposer de résistance. Donc, vous voyez, c'est l'éternel problème dans le cinéma américain, entre l'individu et le collectif, entre le gouvernement et les intérêts particuliers. C'est un sujet très sensible, ça, dans le cinéma américain, que beaucoup de films ont mis en scène. D'ailleurs, on en reparlera sans doute un petit peu au moment du Rebelle, la production du Rebelle de King Vidor, qui est encore un cinéaste obsédé par cette question-là. Le peuple, oui, l'individu, oui, mais où est le curseur, quoi, hein, bon. Et tout ça pour dire que donc, dans ce film de Capra, on a l'opposition entre d'un côté le patriarche à la Thoreau. D'ailleurs, très symboliquement, à un moment donné, il y a un inspecteur des impôts qui arrive, qui lui dit « Vous n'avez pas payé vos impôts depuis 33 ans, je crois, l'âge du Christ. » Et l'autre lui dit « Mais non, je n'ai pas payé les impôts, pourquoi faire? Je ne reconnais pas le droit à l'État d'utiliser mon argent. Et s'il le fait, c'est pour des choses qui ne m'intéressent pas, que je considère comme pas valides. » Alors l'autre, complètement interdit, on n'a jamais porté à un niveau philosophique la question de la... Nous, ça serait bien qu'on fasse ça aujourd'hui, hein. Mais là, eux, pas du tout. Et donc le type... Pourquoi je dis ça? Parce que ce micro-exemple dans ce film de Capra est une citation très directe d'un texte de Thoreau, hein, dans la résistance au gouvernement civil, puisque Thoreau lui-même avait décidé à un moment d'arrêter, pour lutter contre la politique esclavagiste des États-Unis, avait décidé lui-même d'arrêter de payer ses impôts. Et il avait justifié dans ce livre-là, je considère que je n'ai pas donné mes impôts à un État qui n'abolit pas l'esclavage. Voilà, c'était la position de Thoreau, donc devoir de résistance. Et quand Capra donne à ce personnage de Lionel Barrymore ce petit échange, pourquoi vous ne payez pas les impôts, il fait très directement référence, que Thoreau, c'est un truc qui est très, très, très connu par les Américains, parce que c'est partie de ces quelques textes classiques, si vous voulez. Il fait très directement référence à Thoreau, et d'ailleurs, dans d'autres films, le nom de Thoreau reviendra. Mais voilà, je dis ça parce qu'il y a 3-4 noms qui structurent la pensée de Capra. Et donc ce personnage est opposé à son contraire, qui est le banquier. Le banquier, à la fois snob, cupide, sans aucun sentiment, incapable d'élever son fils, qui est joué évidemment par James Stewart. Enfin, vraiment, on pourrait dire le capitalisme, l'oppression dans toute sa splendeur, face à un petit homme qui, lui, tente difficilement de faire vivre l'idéal américain face au capitalisme qui au fond, ne vise qu'à le détruire. Bon. Et là où le nœud du film, est passionnant, c'est que le fils du banquier va tomber amoureux de la fille de Thoreau, quoi. En gros, c'est ça. Donc évidemment, ça va créer un paradoxe pas possible. Alors, ce qui est très très beau dans ce film, je ne vous dis pas la toute fin, mais je vais vous dire quand même un tout petit peu d'un truc, c'est que on voit bien que Capra fait souvent émerger, alors c'est pour ça qu'on y reviendra là, en se demandant mais où est l'autre là? Où est le hors-champ négatif? Où est la structure ou les individus contre lesquels on se lève? Et c'est à la fois la qualité et le problème de Lost Horizon. C'est que dans tous les films de Capra, il y a l'honnête homme face à une société qui l'oppresse. Tous ces films sont comme ça. Et à la fin de Vous l'emporterez pas avec vous, mais comme à la fin de Deeds ou de tous les films de Capra, ce qui est très très beau, c'est qu'il y a un coup de force scénaristique systématique qui fait que finalement, un dialogue va pouvoir s'engager entre les deux ennemis jurés du film, entre les deux modes de vie, entre les deux grands mouvements, si vous voulez, de vie, de pensée, etc., qui fait que, à la fin, on a les deux personnages qui se sont détestés, qui incarnent deux idées de l'Amérique totalement opposées. Finalement, vous savez, aux États-Unis, tout se résout toujours dans une chanson. Il l'avait déjà montré dans New York, Miami, dans son film de bus, là, en 1934. Et là, ils vont prendre tous les deux un harmonica, symbole de la liberté, on pourrait dire, et ils vont jouer ensemble une musique. Et c'est complètement fou qu'on se dit, mais dans quel conte de fées on est? Cette espèce de banquier qui a 70 ans, qui a la tête du méga empire, il va prendre son harmonica avec le vieux d'une espèce de petite baraque, genre les vieux de la vieille, et puis il va jouer l'harmonica, et ça y est, il va être converti aux valeurs de Jefferson et de Thoreau. Et c'est comme ça que ça marche chez Capra. Autrement dit, il ne nous dit pas, c'est réaliste, il nous dit, il y a un coup de force scénaristique, on est du côté du miracle, hein, mais voilà ce à quoi je crois, à quoi il croit. C'est-à-dire que Capra, à mon avis, ce qu'on appelle l'humanisme de Frank Capra, c'est pas du tout une analyse idéologique ou politique même à la limite. Elle le devient forcément, mais c'est pas idéologique. C'est-à-dire que Capra croit, et d'ailleurs on le voit bien dans ce film-là, croit fondamentalement
à la bonté, on pourrait dire, à l'honnêteté humaine. Et pour lui, ce qu'il dit, c'est, au fond, c'est l'environnement qui dévoie les individus. Autrement dit, il n'y a pas de méchant en soi, le méchant, il est dépendant de l'environnement. Voilà, de la société dans laquelle il vit, du milieu dans lequel il a été évolué, du type d'études qu'il a pu faire, peu importe, c'est son environnement. Et donc, le méchant, pourquoi il est si facilement convertible dans les films de Frank Capra? Parce qu'en fait, il suffit de le couper de son environnement, d'ailleurs cette séquence a lieu ailleurs, pour que d'un seul coup, ce à quoi Frank Capra, c'est ça le vrai humaniste, il croit qu'il peut y avoir beaucoup de charbon, beaucoup de problèmes, beaucoup de noirceur, beaucoup de cupidité, mais qu'au fond, plus on gratte, il y aura toujours cette espèce de veine humaine. Et le but de ces films, c'est de les faire ressortir. En tout cas, c'est ce à quoi lui croit. Et tous ces films mettent ça en scène. Ce qui fait qu'on a une ambiguïté là-dessus. Parce que c'est que, ce que nous dit Frank Capra, il ne nous dit pas « ça c'est la réalité ». Il nous dit « c'est ma fable à moi, voilà ce à quoi je voudrais croire ». Autrement dit, quand on prend les films de Capra, il faut surtout les prendre comme ça, comme des pétitions de principe. Comme on pourrait dire le cœur mis à nu ou ouvert d'un homme qui croit sincèrement à ce qu'il raconte. Il y a très peu de cinéastes chez lesquels il y a aussi peu de cynisme. Il n'y a rien de cynique chez Frank Capra. Et pour mon avis, c'est ce qui fait la beauté de ses films. Et d'ailleurs, lui-même en parlait, c'est même presque la frontière entre le sublime et le ridicule. C'est qu'il croit tellement à ce qu'il montre qu'évidemment, on peut trouver ça à la fois et sublime et ridicule. Parce que la protection du cynisme ne fonctionne pas chez lui. Voilà ce à quoi il croit vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le cinéma américain, parce que le fond capresque, il sera toujours là dans le cinéma américain. Toujours, toujours, toujours. Plus ou moins déguisé, plus ou moins avoué, etc. etc. Mais c'est un des moteurs puissants du cinéma hollywoodien, c'est ce qu'on voit là. Et donc, ce que nous dit Capra, il nous dit c'est pas la réalité, c'est pas un vœu pieux, c'est une fable. Voilà ce que je vous raconte. Alors pourquoi c'est une fable ? C'est parce que le coup scénaristique de force dont je vous parle au début, il n'est pas du tout réaliste. Et il n'a pas vocation à l'être. Il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est presque audible qu'un personnage, comme le banquier par exemple, puisse se transformer du jour au lendemain. Évidemment pas. C'est là que Capra nous dit c'est tellement pas crédible que pour faire advenir cette humanité à laquelle moi je rêve, il faut en passer par un miracle fantastique. Il dit c'est ça qui est grave. Et donc, il faut la pseudo-naïveté de Capra, c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Il nous dit, vous voyez, il n'y a plus que par le miracle que j'arrive à montrer l'humanité telle que je voudrais qu'elle soit et qu'elle n'est pas. Et d'où, évidemment, la réversibilité du point de vue qu'on a sur les films de Capra. C'est pas idiot, c'est pas naïf, c'est pas bonnet, au contraire, c'est extraordinairement lucide. On pourrait dire, puisque cette lucidité, sur cette espèce de coup de force n'empêche pas d'être lucide, puisque les films de Capra, quand vous regardez les films des années 30, vous avez une peinture qui est extrêmement juste, extrêmement précise, et encore une fois très très lucide de l'Amérique de l'époque, des rapports de force, etc. On n'est pas, là, pour le coup, on n'est pas dans le conte de fées. Mais le conte de fées, c'est la croyance que l'individu, on pourrait dire que la part noire de la société ou de l'homme, elle peut être purgée ou convertie, qu'on peut le convaincre, que ça peut l'emporter, tout simplement. Et la part de lucidité, et c'est ça, il faut le comprendre comme un paradoxe, si vous voulez, la part de lucidité, c'est, en fait, j'aimerais y croire, mais je sais que c'est tellement pas possible que la seule façon que ça arrive, c'est de l'imposer sous la forme d'un miracle. Vous comprenez ça? Et moi, c'est ça que je trouve extrêmement subtil chez Capra, sous des dehors, extrêmement, on pourrait dire, premier degré, presque simpliste. Pour moi, la simplicité de Capra, parce que tous ces films vous les montrez à des enfants, c'est des films très familiaux, ils adorent, etc. Mais c'est une subtilité qui est derrière, quoi. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que l'un masque l'autre. Et ça, je trouve ça très très beau. Alors, avant que je vous parle un peu précisément de Lost Horizon, je voulais vous lire un petit truc. Alors c'est ça le livre dont je vous parlais, qui s'appelle Hollywood Story de Frank Capra, donc Ramsey Poche. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de le trouver malheureusement. Mais voilà ce qu'écrivait Capra au moment de Mr. Deeds, qui est le film qui fait juste avant Lost Horizon. Et cette espèce de point de bascule dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, quand je disais, il y a un moment où Capra va décider de faire des films dans lesquels il raconte ce qu'il pense. Voilà, ces films lui ressemblent. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, à compter donc de Mr. Deeds, le film, « Je voulais que tous mes films disent quelque chose. Et ce qu'ils diraient devrait procéder directement de ces idées que j'empêchais de sortir de moi-même et qui me démangeaient. Je n'allais plus accepter des scénarios écrits à la hâte, je n'allais plus compter sur mon aptitude à jongler avec beaucoup de balles pour rendre les films que je ferais plus divertissants. Je n'allais plus me vanter de pouvoir adapter l'annuaire téléphonique à l'écran et en faire un succès.
Dorénavant, je consacrerai 6 mois à 1 an à écrire et à réécrire mes scénarios, à fondre soigneusement et subtilement idéaux et divertissements en un conte significatif. Vous voyez, c'est intéressant l'expression qu'il utilise, hein, c'est conte significatif. Quelle que soit l'origine d'une idée de film, je la ferai mienne. Quels que soient les producteurs, les scénaristes, les acteurs, l'esprit, le cœur et la substance du film seront miens. Et là, je termine. Je vous lis une petite suite. Et voilà. Alors là, il dit, ma nouvelle prise de conscience, c'est de ça dont il parle, affecta naturellement les rapports harmonieux que j'entretenais avec mon meilleur ami Robert Riskin, qui est le scénariste de tous les grands succès de Capra des années 30, et y compris de ce film-là. Il dit, il fit valoir à juste titre qu'il avait contribué dans une large mesure à la création de mes films précédents, ce qui était vrai, et qu'il méritait de ce fait que je lui accorde une place plus importante au générique. En tant que mon collaborateur, par exemple, je m'y opposais avec fermeté. Voilà. En attendant, Riskin avait fait un magnifique travail sur Mr. Deeds en gardant intact mon message. Et là, il dit, quel était ce message ? Rien de particulièrement révolutionnaire, tout bonnement qu'un homme simple et honnête, acculé dans un coin par une bande de rapaces sophistiqués et roublards, peut, s'il le veut, puiser au plus profond des ressources que Dieu lui a données et y trouver suffisamment de courage, d'esprit et d'amour pour triompher de son entourage. Ce thème prévalut dans tous les films que je devais faire par la suite. Voilà ce qu'il dit. C'était le cri de révolte de l'individu écrasé par la civilisation de masse, la production de masse, la pensée de masse, l'éducation de masse, la politique de masse, la richesse de masse, le conformisme de masse. Voilà. Là, Capra dit exactement voilà ce que sont mes films. Alors, ce qui est assez beau, c'est que vous voyez bien que un film comme Lost Horizon, alors là, ça vaudrait le coup d'ailleurs d'évoquer, on pourrait dire à la fois les qualités et les problèmes. Un film comme Lost Horizon, il y a 2 choses. La première, c'est que contrairement à tous les anciens films de Capra qui mettaient une opposition, on pourrait dire, entre d'un côté l'idéal américain, tel que lui considérait qu'il fallait le défendre parce qu'il était menacé. Les années 20, le krach boursier, le capitalisme, la production de masse et sa longue litanie, hein, le formatage, hein, l'aliénation des individus, l'idée d'un seul coup que le travailleur n'allait plus travailler des fuites de son travail, n'allait plus pouvoir monnayer ça, mais serait en gros un rouage, les temps modernes de Chaplin. Tout ça, il le voit arriver, évidemment, comme d'autres, hein, Frank Capra. Jusque-là, il opposait, on pourrait dire, l'honnête homme à ce système-là. Dans tous ces films, on a ce schéma-là. Et puis, coup de force, et miraculeusement, pour un temps, le temps d'un film, et c'est bien d'y croire, il peut y avoir, on pourrait dire, un retour aux idéaux fondateurs à la fin du film. Dans Lost Horizon, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais où se trouve l'altérité, hein ? Parce que vous avez donc un groupe avec un personnage dont on se rend compte que, et c'est ça qui est aussi évidemment, il y a quelque chose qui est très très beau qui vient d'ailleurs du roman et dans le récit. Là, il y a quelques petits rebondissements. C'est la révélation par le grand lama de 300 ans ou 200 ans, je ne sais plus l'âge qu'il a. C'est un acteur qui a 38 ans qui joue ce rôle-là. Parce qu'à l'origine, ils avaient trouvé un acteur de 92 ans. Ils le castent, ils le trouvent super avec Frank Capra. Ils vont le trouver dans une petite villa, je crois, en Californie. Et puis ils disent, bah oui, c'est bon, c'est toi qui vas jouer. Enfin, c'est vous, il avait 92-93 ans, c'est vous qui avez joué le rôle du grand lama. Et puis au moment, non, il lui dit pas, pardon. Donc il réfléchit, c'est au moment il prend la décision, il décide de l'appeler, et quand il l'appelle, il tombe sur la bonne qui lui dit, monsieur est mort. Donc c'est un type qui avait attendu toute sa vie d'avoir un grand rôle, mais ce jour-là, ça lui est passé très proche et de peu. Donc finalement, Capra va choisir cet acteur qui a 38 ans, qui est totalement grimé pour jouer le rôle du grand lama. Non, le rebondissement intéressant dans le film, il y en a plusieurs évidemment. Alors on pourrait y revenir. Le vieillissement de Maria, hein, pourquoi elle vieillit, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi j'aime beaucoup ce moment, le moment où d'un seul coup elle produit à la toute fin du film une autre version. En gros, tout à quoi tu viens de croire, tout ça, c'est de la magie. C'est de l'arnaque, c'est de la cartomancie, c'est du charlatanisme. Hein, et ce qui ébranle Conway, puisqu'il décide de partir. Bon, ça j'y reviendrai. Mais le rebondissement, c'est évidemment le fait qu'on apprend que le lama, le fameux père Perrault, j'y reviendrai, parce que c'est une drôle de société qu'on a là, puisqu'on a en gros un père chrétien, le père il s'appelle le père Perrault, dans une société vaguement bouddhiste, qui va nommer comme repreneur de l'affaire, sans un truc péjoratif, un laïc. C'est ça, hein, lorsqu'on raconte le truc. Et ça, c'est évidemment... Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un truc qui est très intéressant chez Capra. Hein. Capra, c'est un spirituel. C'est quelqu'un, encore une fois, il faut avoir Emerson en tête.
Hein, c'est que c'est la spiritualité américaine. La question, c'est pas savoir si c'est Dieu ou un autre ou Bouddha. Non, c'est le spirituel américain. La puissance de l'Amérique, c'est qu'elle produit son propre spirituel. C'est pas la peine d'aller chercher, à la limite, même si elle est très puritaine, pas la peine d'aller chercher Dieu ou autre. Ce qui fait que là, on a une espèce de combinaison géniale. D'abord, qui nous fait croire que les catholiques romains et les tibétains, c'est grosso modo la même chose. Ils peuvent s'entendre et qu'on va nommer un laïc, hein, pour prendre en charge la suite du Grand Lama. Bon, je vous laisse cogiter à ça, mais c'est intéressant que ça intéresse évidemment Capra. À la fin, c'est John Doe qui devient l'héritier de cette grande idée. C'est pas un espèce de grand gourou qui débarque avec des capes violettes. Non, je vais prendre la suite, pas du tout. Hein, c'est le James Stewart qui devient le plus grand. Parce que ça, c'est un truc typiquement américain. Les grands hommes ont été John Doe. Hein, la fameuse poursuite du bonheur, le grand idéal américain, c'est que n'importe qui peut devenir le plus grand homme des États-Unis. Tout le monde peut devenir Lincoln. Bon, tout le monde peut devenir Grant, si vous voulez. Et donc Capra a besoin, et c'est ça que je trouve assez beau dans le film, à un moment donné, de faire descendre, on pourrait dire, des cieux mystiques, hein, Shangri-La. Oui, bon, il y a eu le père, hein, tout le monde illuminé, etc., Chang, etc., ouais. Mais à la fin, c'est James Stewart, hein, qui l'emporte. Il revient à ses fondamentaux, en dépit d'un film qui utilise beaucoup des images de spiritualité, des métaphores bibliques, enfin la fausse croix qui est à l'entrée de Shangri-La, enfin l'espèce de la croix de bois qui sert de repère. Hein, le seuil, c'est une sorte de croix de bois par terre inversée, vous la voyez. Bon. Donc en dépit de tout ça, à la fin, c'est Robert Conway, l'homme qui s'est éduqué, qui a écrit des livres, le laïc, hein, qui va reprendre Shangri-La. Ce qui veut dire qu'il y a une croyance que Shangri-La doit être le berceau de valeurs humanistes, indépendamment des religions qu'on a. Puisque l'idée, c'est qu'on va pouvoir accueillir des étrangers, et surtout qu'on va pouvoir accueillir l'humanité que la guerre qui arrive va mettre sur le carreau. Parce que c'est ça le grand discours du Grand Lama. Le Grand Lama, n'oubliez pas, dans les années 30, le nazisme, le fascisme en Italie, hein, la guerre qui gronde. Ce que raconte le Grand Lama, c'est ça. C'est-à-dire que c'est presque un film d'anticipation à lui tout seul. Il dit, j'ai vu des gens s'unir, les guerres vont arriver, la grande machine, les armes de guerre, etc. En fait, il annonce évidemment la seconde Guerre mondiale. Et alors, ce qui est assez beau, c'est que généralement, les utopies, c'est plutôt d'avant la catastrophe. On trouve un endroit dans lequel on va se réfugier avant que la catastrophe n'arrive. Pour faire évoluer. Là, c'est le contraire. Là, c'est le Grand Lama, il nous dit, il va y avoir une catastrophe, et ça sera évidemment la Seconde Guerre mondiale, et une catastrophe terrible, évidemment. Et après cette catastrophe, c'est là qu'ils viendront. Hein, et c'est là qu'ils viendront. Ce qui restera de l'humanité viendra. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette idée, qui passe à mon avis un peu trop vite dans le film, parce que je pense que c'est une très très belle idée qu'à mon avis Capra ne développe pas assez. C'est lorsque le Grand Lama, alors à l'occasion de cette espèce de séquence, c'est Moïse et les 10 commandements. À ce moment-là, hein, vous avez compris la métaphore. Quand il va voir le Grand Lama, on attend que Charlton Heston dise quelque chose, quoi. Bon. Et il y a une très belle idée qu'il ne développe pas, c'est lorsque le Lama lui explique que, parce qu'il y a la question très pragmatique, hein, mais où vous avez eu tout ce matériel? Le mobilier, pas Ikea à l'époque. Ouais, où est-ce que vous avez chopé tous ces trucs, ces vases, ces vasques, etc. Mais d'où ça vient? Et là, le Grand Lama lui explique que finalement, ils sont en train de récupérer, de sauver tout ce qu'ils peuvent de la civilisation avant sa destruction. Bon. J'aime beaucoup ça. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup ça, parce que ça me fait penser à un film Pixar. Enfin, Pixar, c'est pareil. Wall-E, c'est pareil. Voilà. En fait, pour être tout à fait simple, si vous voulez, c'est que Wall-E et Shangri-La, même combat. C'est-à-dire que dans le film Pixar, vous avez vu Wall-E, ça vous dit quelque chose? Dans Wall-E, vous avez une espèce de petit robot, un peu inoxydable, dépassé, etc., dont le rôle est quoi? Est de préserver ce qui reste de l'humanité. Hein, Fred Astaire en train de danser. Et pourquoi il garde ce qui peut de l'humanité? Pourquoi? Parce que l'humain était tellement stupide, tellement suicidaire, tellement peu soucieux de ses propres valeurs qu'il s'autodétruit. Et donc, le truc génial chez Pixar, c'est que ce sont les non-humains qui ont en charge, on pourrait dire, la préservation du patrimoine humain. Bon. Autrement dit, ce sont les non-humains qui s'occupent de l'humanité. L'humanité, elle s'en fout d'elle-même. Par contre, ceux qui ne le sont pas, ils savent que c'est précieux. C'est génial. Et dans le film de Capra, c'est la même chose. Autrement dit, le Grand Lhasa, tu dis, ouais, mais pour l'instant, autrement dit, l'humanisme de vos films à vous, parce qu'il faut l'entendre comme ça, hein, que t'enraille à l'humanisme Capra, etc., tout le monde en rigole. Mais quand il ne sera plus là, on sera content que quelqu'un l'ait préservé.
Autrement dit, c'est une forme d'auto-justification très fine de Capra à l'intérieur de son film sur ce qu'est son propre cinéma. Et ce que raconte évidemment le film, c'est ça. Hein, c'est cette idée finalement qu'il y a un endroit qui s'intéresse à l'humanité. Hein, mais pas à l'humanité dans le sens où on ne va pas récupérer les urnes, tel endroit de Wall Street, etc. Non, les valeurs fondamentales, fondatrices, la culture, l'art, ce qui a été fait de l'humanité. Et au fond, tout ça, c'est évidemment l'état d'esprit, si vous voulez, de Capra. C'est ça qui est gardé là à l'intérieur, comme enfin, le désir, enfin, le désir, le rêve de fait par Capra, c'est ça. C'est le grand lama qui l'incarne. Alors après, on peut se dire, je vous disais tout à l'heure dans le film, vous voyez quand même, c'est pour ça que la première partie, moins les deux bobines, documentaire, elle est très importante, parce qu'elle légitime, elle renforce la pseudo-crédibilité du récit. Hein, ce sont des gens comme vous et moi qui vont arriver à Shangri-La, évidemment. Et après, on peut avoir différentes réactions vis-à-vis de ce petit monde-là. Enfin, moi, il me semble. C'est pour ça qu'il y a quelques personnages. Je ne reviendrai pas sur Conway, qui est évidemment le plus important, mais il y a le frère. Le frère, lui, c'est l'horreur. Encore une fois, c'est parce que lui n'a pas encore eu accès à cette espèce d'humanité qui a touché son frère. Lui, il est encore dans un mode de vie qui est le mode de vie des banquiers de Wall Street. Il est pressé, il veut s'en sortir, il veut faire carrière. Il ne comprend pas. C'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est littéralement aveugle à ce qu'il y a devant lui. Bon. Alors que le frère, Robert Conway, ce qui est très très beau, me semble-t-il, dans le film, c'est que, et c'est ce que nous dit Capra, il nous dit, il y a deux façons de considérer le trajet de Conway. Ou bien on se dit, voilà, le type était effectivement diplomate anglais, une succession d'événements l'ont amené là. C'est ce qu'on croit pendant la première partie du film. Et puis là, comme il voit une femme superbe, des enfants, des petites flûtes, que des pigeons, là, enfin, bon. Moi, ça me stresserait, un truc comme ça, cela dit. Hein. Mais bon, lui, il trouve ça super. Bon. Et donc voilà, il y va et il est converti. Le grand lama lui fait sa super grande leçon. Voilà, le type c'est la secte, c'est un peu la secte Moon quoi. Et là à la fin, bon, il a plus envie d'en partir. Mais il y a un détail qui change évidemment tout ça, c'est que on l'a fait venir. Hein, et pourquoi on l'a fait venir? Parce que l'homme a écrit des ouvrages et dans ces ouvrages-là, il avait déjà non pas théorisé, mais produit le désir. Hein, c'était un peu son horizon perdu à lui. C'était Shangri-La. Autrement dit, ce que nous raconte le film, c'est qu'évidemment, là pour le coup, il n'y a pas de miracle. C'est qu'on ne trouve, autrement dit, son Shangri-La, on comprend bien qui est une métaphore absolue, hein, on ne trouve son Shangri-La qu'à condition de l'avoir quelque part logé au fond de soi. Si on ne l'a pas déjà, on ne trouve pas. C'est pour ça que le frère, lui, ne l'a pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas, mais là, il ne l'a pas. Autrement dit, Shangri-La, c'est quelque chose qui préexiste à lui-même. C'est ça que je trouve très très beau dans le film. Et pourquoi lui, évidemment, comprend, s'adapte, trouve finalement c'est son paradis à lui, c'est parce que c'est quelque chose qu'il a cherché comme... En fait, Shangri-La, c'est le contre-champ de l'Outside World. Et l'Outside World, pour Frank Capra, c'est quoi? C'est le monde qui dévoie les valeurs, on pourrait dire, de l'idéal américain, tout simplement. Et c'est ça, à mon avis, que le film fait me semble-t-il, hein, fait très bien fonctionner. Hein. Alors après, on peut considérer, en tout cas c'est ce que je ressens moi quand je vois le film, c'est que Capra, c'est un cinéaste quand même de la rapidité, de la comédie. Et on voit, on pourrait dire, le côté assez virtuose des séquences d'ouverture, très très belles. Ça va vite, c'est rapide. Je crois que c'est avec Howard Hawks, un des premiers cinéastes à avoir compris qu'il y avait un drôle d'effet au cinéma. C'est que quand deux acteurs se parlent, enfin deux personnages se parlent à une certaine vitesse, quand ils sont filmés, qu'on les voit sur un écran, il y a un effet de ralentissement produit par la projection sur un grand écran. Et il trouvait que les comédies pâtissait de cette espèce de ralentissement étrange. En fait, ça allait beaucoup trop lentement. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire accélérer la diction, le rythme des répliques aux acteurs. Howard Hawks étant un maître de ça, ou Preston Sturges pour ceux qui savent qui c'est. Hein, quand vous voyez un film de Howard Hawks, c'est vertigineux la vitesse à laquelle les gens parlent dans ces films-là, et même d'ailleurs se chevauchent, les répliques se chevauchent entre elles. Et déjà chez Capra, il y a ça. C'est vraiment le premier qui a eu cette idée-là, de faire accélérer la diction, ce fait que les personnages vont extrêmement vite. Donc toute cette première séquence, on pourrait dire, on est du point de vue de la forme complètement du Capra. Moi, il me semble que la seconde partie, comme on est dans un film unique chez Capra, c'est-à-dire qu'il est dans son rêve. C'est toujours très dangereux de filmer son propre rêve. C'est bien de le filmer comme un horizon, comme un fantôme, comme un miracle, ce qui est le cas de tous ces autres films. Mais là, il patauge dedans. Là, il est dedans. Et moi, l'histoire du cinéma prouve que quand
quand on filme son rêve, on se plante toujours. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit hanté par son rêve. Il ne faut pas qu'on le filme. Et là, il le filme. Et donc, on peut considérer, il y a sans doute, il y a un ralentissement qui va évidemment avec l'initiation, la découverte du personnage de Conway. Mais sans doute, si vous avez en tête d'autres cinéastes qui sont beaucoup plus forts, à mon avis, du point de vue de la poésie des images. La force de Capra, c'est pas la poésie des images. Je pense à des cinéastes comme Michael Powell, si vous regardez Une question de vie ou de mort, si vous regardez Une question de vie ou de mort, Les chaussons rouges, ou le génial, qui se passe au Tibet, j'ai un trou de mémoire, le Narcisse noir, ou si vous regardez Douglas Sirk, pour ceux qui connaissent Douglas Sirk, là encore un autre obsédé par David Thoreau, Emerson, etc., il manque sans doute à Lost Horizon, à mon avis. Je parle du point de vue des trouvailles de mise en scène, par moments des formes de magie, une forme de poésie, si vous voulez. Les décors sont formidables, mais il manque par la mise en scène quelque chose qui serait un peu de l'ordre spirituel au-delà de la croix inversée, des cloches et des you-you sur la bande-son. Et je pense qu'à mon avis, c'est sans doute ce qui fait qu'on considère parfois ce film-là comme un film sans doute très important pour Capra. Il fallait qu'il le fasse, ce film. Et encore une fois, ce film qui est une sorte de film où il crée sa bulle, alors qu'il a été au contact de l'Amérique de l'époque, des années 30, il a parlé de plein de choses, évidemment, du sort des pauvres, des gens jetés sur les routes, des banquiers, du capitalisme, de l'exploitation des opprimés. Là, il va créer sa bulle intégralement pour ne plus avoir à filmer Wall Street et juste dire l'outside world. Donc il est au cœur de son fantasme, il est au cœur de son désir, on pourrait dire, et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont trouvé que Lost Horizon était un film qui est à la fois sans doute très important pour Capra, mais qui est un film plutôt mineur dans sa propre filmographie. Et c'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs, à mon avis, entendre, si vous voulez. Voilà, maintenant c'est à vous. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas du tout aimé le film? Qui n'a pas envie d'habiter à Shangri-La plus de 3 mois, disons? Ah voilà, alors c'est avec eux qu'il faut partir. Alors pourquoi? Dites-moi. Alors ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que lorsque le film sort, il reçoit des interprétations et des lectures complètement différentes, enfin, indépendamment des spectateurs. Mais par exemple, les nazis détestent. Alors, je crois que ce sera le dernier film, me semble-t-il, en langue anglaise projeté en Allemagne pendant le régime nazi. C'est ce film-là. Et les nazis le détestaient. Pour eux, c'était l'exemple type de la décadence de la civilisation occidentale, c'était Lost Horizon. C'est intéressant. Et lorsque le film va être distribué en Italie, Hitler fait saisir les copies de Lost Horizon et fait intégralement changer le doublage des dialogues. Ce qui fait que quand le film Lost Horizon débarque en Italie, ce qu'ils entendent, c'est une espèce d'apologie du système fasciste italien. Le grand lama, c'est Mussolini. Et donc, ils adorent. C'est vraiment formidable. Enfin, oui, voilà. Donc, c'est intéressant parce que, d'abord, c'est un film qui a été, comme tous ces films, évidemment, comme toutes les fables, on pourrait dire toutes les paraboles, on peut les prendre de plein de façons différentes. Et je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un côté l'âge de cristal. Vous voyez, je veux dire par là, c'est qu'il y a l'effet bulle, on a envie d'aller voir la nature dans l'âge de cristal ou l'outside world à côté, c'est vrai. Mais comme quoi, c'est ça que j'aime aussi dans le film, c'est que la toute fin, elle est quand même très fondée sur la question de la croyance et de la foi, etc. C'est que Capra ne nous dit pas, au fond, l'un est mieux que l'autre ou pas. Moi, je pense que le vrai truc de Capra, c'est inspirons-nous de ce moment fantasmatique. Il ne s'agit pas de recréer Shangri-La, d'y croire, etc. Non, c'est une forme, vous savez, alors, je crois qu'en langue tibétaine, Shangri-La, ça veut dire le lieu qui entoure la source du bonheur. Voilà. Je pense que c'est ça le film. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'endroit dans lequel on a envie d'habiter. Moi le premier, etc. Bon, il y a peut-être des smartphones, cela dit. J'aurais pas envie d'habiter là-bas. Mais il est évident que c'est une boussole, Shangri-La, c'est une aiguille. C'est-à-dire qu'après, on retourne dans le monde réel, etc., etc., mais armé de valeurs ou purifié par cette source-là, si vous voulez. Et je pense que le Capra ménage la place, évidemment, pour les deux, si ce n'est que le vieillissement accéléré de Maria à la fin, lorsqu'il dit finalement elle a, je ne sais plus quel âge, elle est née en 1888, donc elle devra en avoir 70. Bon. Là c'est un moment intéressant puisque on voit bien ce que nous dit Capra, qui est encore une fois c'est le cinéaste des paraboles. C'est-à-dire qu'il nous dit il ne faut pas opposer la dimension réaliste, on pourrait dire, au fantasme. C'est la foi. Mais la foi n'est pas du tout au sens religieux du terme, au sens spirituel du terme. C'est ça qui guide le cinéma de Capra. C'est la foi qui fait qu'on avance. C'est la foi qui a guidé Lincoln.
Hein, c'est la foi qui a guidé Jefferson, qui a éventuellement guidé Roosevelt pour le New Deal et qui a permis en partie à des gens de ne pas être complètement sur le carreau, etc. Autrement dit, à la fin du film, le film n'oppose pas, on pourrait dire, la croyance religieuse contre quelque chose qui serait de l'ordre profane. Ah, elle vieillit, finalement, il avait raison. Non, il oppose la foi. Hein, et je pense que l'une des raisons, c'est pour ça que je trouve que la romance, pour moi, c'est le vrai problème du film. Enfin, un des problèmes du film, c'est que la romance, elle obscurcit ça. J'aurais adoré qu'il n'y ait pas de Jane Wyatt, même si elle peut l'incarner, je comprends, en tant que métaphore, mais qu'il y retourne uniquement guidé par sa foi. Hein, c'est ça le moteur de Coleman. Et c'est à la fois son moteur, mais c'est une foi qui provient de bien avant Shangri-La. Confère, ses livres, etc. On a cherché l'élu là-dedans. C'est Matrix, quoi, si vous voulez. Hein, c'est The One, c'est lui, quoi. Hein, c'est ça que je trouve aussi beau dans le film. Mais c'est vrai que c'est un film à rapprocher de beaucoup d'autres utopies, hein, parce qu'il y a eu, dans les années 70, il y a beaucoup, on parlait de l'âge de cristal, mais il y a beaucoup de films qui sont faits. L'utopie, c'est quelque chose qui a toujours guidé le cinéma américain, et c'est même amusant que vous revoyez même des films qui ont travaillé ça, Le Graal, l'Atlantide, les mondes perdus, on est vraiment là-dedans. Mais je pense mais Capra le filme littéralement comme une construction fantasmatique. Hein. Il faut pas et c'est pour ça que ce que j'aime aussi là pour le coup, c'est que les décors, c'est-à-dire que la vue qu'on a de Shangri-La quand il franchit cette espèce de seuil, la biblique là, lui il va redescendre le Golgotha, c'est un peu ça, hein, l'idée. Là on a l'impression on est devant une image. Vous allez me dire, évidemment, si devant une image, on ne pouvait pas tourner, c'est vrai. Mais comme quoi, parfois, l'histoire du cinéma, les effets spéciaux, leur avancée font bien les choses, puisque évidemment, je suis devant une image. Hein. On en parlait la semaine dernière quand on parlait de Michael Mann ou quand on parlait de Heat, quand De Niro et Amy Brennehan sont devant le panorama de Los Angeles. Je fais une parenthèse, mais je la fais quand même. Lorsqu'ils sont devant le panorama de Los Angeles, Michael Mann décide de tourner sur le vrai balcon qui surplombe véritablement la ville de Los Angeles, mais plutôt que d'avoir à l'arrière-plan le panorama réel, puisque c'est là, de Los Angeles, la ville des Lumières, c'est cette de damier scintillant, il décide de mettre un écran vert derrière les deux personnages et de projeter cette même image. C'est génial comme truc. Et l'idée étant, parce que voilà, cette ville est inaccessible, c'est une illusion, c'est une image. Or, si on la voit, on va croire qu'elle existe. Elle existe, mais c'est une illusion. Hein. Donc vous voyez, j'aime beaucoup ce genre d'utilisation-là. Alors là, dans le cas de Capra, là, je le tords totalement, parce que le pauvre gars n'a évidemment pas d'autre choix, mais j'aime comment rétrospectivement, l'image, elle devient aussi littérale. Quoi. Mais, vous devriez. Profitez-en pour voir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, d'autres films de Capra, c'est-à-dire que la vérité d'un cinéaste, on commence à mon avis à la saisir quand on a un peu un effet de série. Voir un Capra, il faut en voir 4, 5, 6, 7, 8, mais c'est vrai pour tous les cinéastes. Je veux dire, pour moi, c'est un peu comme s'opérer la cataracte. Hein, c'est voir un Capra et puis en revoir un dans 6 mois. Et enfin, voir 6 Capra en 6 mois, une fois par mois, c'est pas comme en voir 6 en 10 jours. Il y a une espèce d'effet de vérité, mais ça c'est pour toutes les œuvres d'art, qui apparaît énorme. Et je pense que ça qui est beau chez Capra, c'est comme c'est précisément un auteur qui un jour a décidé de raconter ce qui l'intéressait, de mettre en scène ses propres visions. Il y a une telle cohérence que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se décanter, s'éclairer, les rimes d'un film à l'autre, et là ça devient prodigieux. C'est là que c'est beau, quand on ouvre la 4e porte, quoi. Si on reste à la première porte, c'est pas super intéressant. Mais en voyant comme ça plusieurs films de Capra, il y a tellement d'effets de rime entre ces personnages, entre les situations, c'est qu'il y a quelque chose d'évident, à mon avis, qui vous sautera aux yeux. Mais ça, il faut faire un peu le stage Capra, quoi. Puis après, vous ferez le stage King Vidor ou le stage Michael Mann. Il n'y a pas de meilleure façon de découvrir un cinéaste que de plonger dedans un moment, hein, tout simplement. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous donc le mois prochain pour The Swimmer. Et là, vous verrez, on fera un petit rebond dans le Nouvel Hollywood, parce que c'est un film de 68, donc vous imaginez bien qu'on va un tout petit peu en reparler. Mais j'imagine que vous étiez tous là pour le Nouvel Hollywood. Qui n'était pas là pour le Nouvel Hollywood? Ah ouais, donc peut-être on dira 2-3 petites choses, mais voilà. Mais là, c'est un moment. Il y a 2 moments, si je ne dis pas de bêtises, pendant le cycle, on va repasser un peu par le Nouvel Hollywood. C'est là, et pour, si on l'a, Sorcerer, Le Convoi de la peur de William Friedkin. Voilà.